Bonjour tout le monde et bienvenue à notre série de webinaires sur les maisons de retraite sans mur. Donc, si vous êtes de nouveau venu, je suis Stephanie, je serai votre hôte aujourd'hui. Quelques règles avant de commencer. Les discussions d'aujourd'hui sont en anglais pour la plupart, mais vous pouvez poser vos questions et discuter en anglais et en français. Nous sommes ravis de proposer l'interprétation en simultané fournie par Boost Events pour cette séance. Donc, en bas de votre écran, il y a le bouton interprétation. Vous pouvez cliquer là-dessus et décider dans quelle langue vous voudrez écouter les discussions ou rester comme tel si vous voulez écouter la discussion dans les deux langues. Si vous avez besoin de quelque soutien que ce soit pendant le webinaire, vous pouvez contacter en utilisant la boîte de clavardage nos producteurs Nat et Kirsten et on vous invite à partager vos questions, vos commentaires à tout moment en utilisant la boîte de clavardage ou en levant la main et vous pouvez faire cela une nouvelle fois en anglais et en français et on va ensuite vous aider à traduire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'on sera réunis sur des terres habitées par des peuples autochtones depuis le début et en particulier aujourd'hui, nous reconnaissons le fait qu'on diffuse depuis Ottawa en Ontario les terres traditionnelles non cédées des peuples Anishinaabe et Algonquin. On reconnaît leur lien historique avec ces terres et cet endroit et nous en sommes très reconnaissants du fait de se réunir ici aujourd'hui. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons un webinaire bien chargé aujourd'hui où nous allons parler de la sécurité, l'équité, la sécurité culturelle et donc pour diriger nos discussions sur ces sujets riches aujourd'hui, nous avons trois de mes collègues du côté d'Excellence en Santé Canada, nous avons Anne, Brady et Katie qui vont prendre un tour de rôle, partager leurs connaissances à ce sujet en laissant de l'espace pour une discussion sur ces concepts très importants liés au travail que vous faites aujourd'hui. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, puisque ce webinaire est très bien chargé, je vais m'arrêter aujourd'hui et je vais céder la parole à nos présentateurs qui vont vous diriger dans les discussions d'aujourd'hui. Merci Stéphanie. Je voudrais que vous confirmiez que vous m'entendez. Merci. Je pense que c'est moi qui va démarrer la séance d'aujourd'hui. Comme Stéphanie dit, bonjour. Un accueil chaleureux et virtuel à tout le monde aujourd'hui. Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Brady. J'ai l'honneur d'être réunis depuis les terres virtuelles des pères Anache et Algonquin dans un territoire connu aujourd'hui sous le nom d'Ottawa et je suis lead programme sur l'équipe équité, engagement, les sécurités des patients ici aujourd'hui. Avant de rentrer dans le contenu aujourd'hui, on voudrait commencer en partageant des idées sur les manières d'être présentes aujourd'hui et la manière dont cela peut marcher pour vous. Donc, c'est pour certains d'entre vous, on vous invite à partager vos idées de vos questions dans la boîte de clavardage lorsque vous les avez. Pendant la séance, on aura un peu de temps à la fin. Si vous voulez poser des questions en direct. On veut noter aussi que vous pouvez allumer ou fermer, activer ou désactiver vos caméras aujourd'hui selon vos préférences pour vous rendre pour vous rendre confortable et on veut que vous ayez une humilité, compassion, autocompassion aujourd'hui lorsque nous allons parler des sujets nouveaux pour vous ou des sujets que vous connaissez très bien. Nous sommes à différents moments dans notre parcours sécurité et ainsi de suite. Ici, vous trouvez à tout moment qu'il faut prenez une pause, nouer des liens avec d'autres connectés aujourd'hui. Et mon chien Chester, je ne sais pas où il se trouve pour l'instant, ou peut-être écrire vos réflexions, par exemple, dans un journal. On vous invite à faire cela pour nouer des liens une nouvelle fois avec vous-même et avec votre environnement. Diapositive suivante. On veut aussi vous donner des possibilités de guider votre réflexion d'aujourd'hui. Les questions à l'écran ont été adaptées avec l'approbation du Dr. Ed Connor, Stephanie Maxon des séances précédentes que nous avons fait
avec le ESC et Anne, Katie et moi-même, nous allons partager des informations avec vous, on continue avec vous et on vous invite à peut-être noter cela pour réfléchir aux idées qui viennent en tête pour vous, comment vous vous sentez par rapport à ce qui est partagé. Et est-ce qu'il y a des leçons que vous voudriez mettre en pratique ou que vous faites actuellement et que vous voudriez partager avec tout le monde? OK, diapo suivante, et je pense que je vais céder la parole à Anne maintenant. Oui, c'est moi. Merci, Brady. Je suis ravi de me joindre à vous aujourd'hui pour discuter de l'approche de SC en matière de sécurité des patients et pour vous encourager à trouver des moyens, petits ou grands, de promouvoir des soins plus sûrs pour tous. Je m'appelle Anne McLaurin et je suis directrice de programme au niveau de l'ESC dans l'équipe de Brady, l'équipe équité et engagement. Et je vous parle aujourd'hui de mon bureau à Pensford Island, qui est aussi connu comme les terres traditionnelles et non cédées des Premières Nations Equois. Je travaille dans cet espace sécurité des patients depuis plus de 20 ans. C'est un sujet qui me passionne. Et donc, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous parler un peu de cette passion avec vous. J'ai beaucoup à faire. J'essaie de parler de 20 ans d'expérience dans une présentation de 12 minutes. Donc, je pense que la suggestion de Brady, écrire des réflexions sur un bloc-notes seront très utiles pendant ma présentation. Je vais poser beaucoup de questions et je vais vous demander de réfléchir à différentes choses. Normalement, j'aimerais m'engager avec vous dans la discussion, mais on va faire cela un jour où on aura plus de temps. Donc, diapositive suivante. Donc, pour commencer, j'aimerais que notre discussion sur la sécurité des patients commence par vous expliquer pourquoi. Pourquoi on doit faire en sorte que la sécurité des patients soit une priorité et ESC. Je partage votre pratique. Je pense que c'est votre pratique aussi. Je pense que tout le monde a droit à des soins de santé sûrs et de qualité. Diapositive suivante. Mais malheureusement, nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Diapositive suivante. Nos données du mal nous montrent, et bien que ce soit des données anciennes de 2004, on utilise toujours ces données pour nous aider comme un benchmarking pour nos patients à l'hôpital. Et cette étude nous montre que 7,5% de nos patients à l'hôpital ont subi un événement indésirable. Et sur ces événements, 37% ont été jugés évitables. Cela se traduit par environ 10 à 20 000 décès chaque année dans nos 16 hôpitaux du Canada. Diapo suivante. Et je ne veux pas que vous pensiez pendant un instant même que cette question des dommages involontaires uniquement se passe dans des hôpitaux. Nous savons qu'il s'agit d'un problème à travers tous les secteurs de soins. Par exemple, notre étude sur la sécurité à domicile réalisée en 2013 a démontré que 13% des patients recevant des soins à domicile subissent des préjudices involontaires tout en recevant les soins. Et malgré le fait que ces études soient vieilles, nous savons que les données restent pertinentes. Et malheureusement, une étude plus récente suggère que non seulement nous ne sommes pas améliorés, mais en fait, nos données montrent que nous empirons. Et à l'écran, ici, on a différentes citations de certains leaders dans l'Amérique du Nord dans ce monde de la sécurité. Et ce que vous voyez ici en les citant, c'est cette manque de progrès qui est inquiétante. Diapo suivante. Donc, je vais changer de vitesse pour penser et réfléchir sur cette question. À quel point nos soins sont-ils sûrs? Les soins que vous et vos collègues fournissent. C'est cette première opportunité de prendre votre bloc-notes et écrire quelques idées. Si j'avais plus de temps, c'est là où je vous demanderais de lever la main et de s'engager dans une discussion avec moi. Mais
Plutôt, je vous invite, comme j'ai dit, à utiliser votre bloc-notes pour écrire vos réflexions et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez mettre vos idées dans la boîte de clavardage. Mais pour répondre à cette question, de mon point de vue, ce que je peux vous dire, c'est que au Canada et au niveau global aussi, c'est que nous n'avons pas une bonne manière de répondre à cette question. Au Canada, et comme la plupart des autres pays, et donc les organisations de soins de santé, nous avons tenté de répondre à cette question sur la sécurité en mesurant l'ampleur des dommages dans notre système. Et on apprend que cela est plus très différent que donner une réponse à cette question de savoir à quel niveau nos soins sont sûrs. Diapo suivante. Est-ce que l'absence de mal veut dire que nous sommes en sécurité? Autrement dit, vous pouvez écrire des réflexions dans vos blocs-notes. Mais ce que je peux vous dire, que le travail que nous on fait depuis 10 ans et se focalise vraiment sur cette idée que l'absence de dommages n'est pas synonyme d'une présence de sécurité. En se focalisant sur les dommages et leur prévention ne nous conduit pas à l'amélioration de la sécurité à laquelle nous aspirons toutes et tous. Diapo suivante. Donc, autre manière de considérer ce même concept, c'est une autre question. Donc, j'aimerais que vous vous demandiez si mesurer les préjudices nous indique au quel niveau nos soins sont de sécurité ou est-ce qu'il s'agit seulement d'indiquer la chance qu'on a eue? Avant de rejoindre ESC, je travaillais pour Healthcare dans le département de sécurité et j'ai revu des rapports et j'avais des centaines de rapports à voir de manière mensuelle. Et souvent, ce que je faisais lorsque je regardais ces rapports d'incidents, je me disais, OAU, on a eu de la chance là. Comment cela n'avait pas été identifié plus tôt? Donc, cet concept de la chance, je l'ai vu à plusieurs moment lorsque je travaillais sur la sécurité et la qualité de la sécurité. Donc, à la diapositive suivante. Donc, travaillant dans cet espace de la sécurité depuis 20 ans, je peux dire, avec ce focus sur le fait de mesurer les dommages, cela a été un focus clé de notre approche en matière de la sécurité, mesurer les dommages, mesurer et améliorer cela. Cela a vraiment changé la donne vers les stratégies de la sécurité en se focalisant principalement sur la prévention. Et ces stratégies étaient avec une approche hiérarchique et sur cet écran, vous voyez ces différentes stratégies. Je pense que ces stratégies vont résonner pour vous. Donc, ce sera des choses comme les politiques, les règles, les lignes directrices, les boîtes à outils, les listes de vérification des projets, d'autres projets, des comités, plus de travail au comité, en comité. Peut-être même des discussions sur les départements qualité et sécurité s'occupent de cela, donc c'est pas à moi de m'en occuper, et ainsi de suite. Donc, bien qu'on connaisse que les initiatives, les stratégies sur les diapos sont des éléments très importants, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a bien sûr il n'y en a pas suffisamment pour changer la donne en matière de sécurité. Cette approche axée sur la sécurité est déséquilibré et cela n'a pas été réussi à atteindre un meilleur soin pour toutes et pour tous. Diapositive suivante. Donc, on commence, en outre, on commence à reconnaître que non seulement cette approche de prévention des dommages à la sécurité n'a pas été réussie, mais a aussi contribué à des effectifs découragés avec un manque de sécurité psychologique des travailleurs. Et encore une fois, je voudrais que vous réfléchiez. Est-ce que c'est comment vous vous sentez?
vos collègues aussi, est-ce que cela résonne pour vous aussi? Et vous pouvez penser au fait que lorsque les choses se passent mal dans votre travail, quelle est votre approche typique? Est-ce que vous mettez en place plus de politique, plus de règles? Vous pointez du doigt les personnes qui ne suivent pas ces règles? Et une autre question à prendre en compte, c'est de savoir si ces règles, ces initiatives, ces stratégies que vous rajoutez, est-ce que cela vous aide ou est-ce que cela vous ne fait que distraire de vos efforts à garder les clients, les patients en sécurité? Diapo suivante. Alors, voilà mes diapositives jusqu'ici. Je pense qu'on parle surtout du concept, que notre histoire est en train de nous montrer qu'il faut commencer à faire les choses différemment. Suivante. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut concernant la sécurité des patients, on vous demande de réfléchir différemment et d'agir différemment. Et afin de vous aider, on a publié un document qui s'appelle «Repenser la sécurité des patients» et je pense que vous avez déjà reçu le lien avant la présentation d'aujourd'hui de la part de l'équipe et donc l'idée, c'est de relancer la discussion sur la sécurité et c'est conçu pour tous les publics potentiels, en tant que point de départ afin de, repenser la sécurité. Et qu'est-ce que nous voyons sur cette diapositive maintenant? Eh bien, des éléments importants sur comment nous espérons, aider à arriver à un équilibre grâce à cette nouvelle, approche de la sécurité. Et donc à partir de maintenant, je voudrais que vous ne pensiez pas seulement à prévenir les préjudices, mais aussi aux choses que l'on peut commencer à faire afin de créer la sécurité. Et donc, on pourrait le faire en ajoutant la curiosité, le questionnement à notre pratique quotidienne et espérer que ça va nous aider à équilibrer les besoins en termes d'assurance et de responsabilité. Il faut aussi Value penser à on the la intelligence manière that you gather dont nous pouvons, and heu, perceiving, and balance valoriser l'information, recueillie. Et penser aussi à mesures de sécurité que nous, recueillons. Il faut aussi penser à la sécurité qu'on peut, au lieu de penser comme un projet, à quelque chose qui doit se faire et au lieu de cela, commencer à la considérer comme une façon de penser, d'agir et de réagir en temps réel. Et au final, notre, grand objectif, c'est de, sortir la sécurité des bureaux des départements de la qualité et de la sécurité. Heu et je voudrais passer cela à une approche qui soit plus proactive et plus inclusive de la voix du patient. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup de choses sur l'écran et je comprends que c'est peut-être pas très facile de juste sauter, sur cette nouvelle, idée, mais il y a quand même plusieurs choses que vous pouvez commencer à faire tout de suite et je voudrais vous demander de réfléchir à ces petites choses que vous pouvez commencer tout de suite et incorporer à votre travail quotidien. Et alors cette, chose, c'est vraiment la pratique du questionnement et de la réflexion. Et cela, évidemment, on l'appelle la pratique parce qu'il faut le mettre en pratique. Alors avec un esprit curieux, il faudrait commencer à avoir, des conversations sur les sécurités avec vos leaders, avec vos, collègues et aussi avec vos clients. Et on peut commencer par poser des questions telles que, celles que je vous ai posées aujourd'hui. À quel point nos soins sont-ils sûrs? Ou, est-ce que nous sommes, sûrs ou est-ce qu'on a juste de la chance? Et que pouvons-nous faire maintenant pour nous assurer d'avoir des soins plus sûrs? Et je voudrais donc, vous demander de commencer à avoir ce genre de conversation avec vos partenaires, avec nos clients, afin qu'ils se sentent, valorisés en matière et qu'ils contribuent de manière importante à cela. Vous pouvez leur demander qu'est-ce qui vous fait sentir en sécurité et qu'est-ce qui vous fait sentir plus en sécurité. Et on va pas passer sur, cela, mais ce sont des ressources pour vous qui, l'idée c'est de lancer des conversations, dans votre pratique de questionnement.
Et il y a une citation d'Albert Einstein sur l'écran: «Le monde tel que nous l'avons créé est le fruit de notre pensée et ne peut être modifié sans que nous changions notre façon de penser». Et maintenant, je vais te rendre la parole, Brady. Merci, Anne. J'aime tout beaucoup t'écouter lorsque tu parles de repenser la sécurité des patients. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et chaque fois j'apprends quelque chose de tout nouveau. Alors je voudrais commencer par reconnaître que nous sommes en train de partager de grandes idées et donc à nouveau, eh bien, il faut être gentil avec soi-même. Lorsque l'on découvre de nouveaux concepts et reconnaître la richesse d'informations qui est disponible. Donc aujourd'hui, ma tâche, c'est de vous parler des approches orientées sur l'équité en matière de santé et on va parler donc de cela. Et avant de rentrer dans le sujet, je voulais prendre un moment pour penser et reconnaître les communautés, surtout celles qui ont vécu des expériences d'inéquité, euh, qui comme des ouais, des chocs qui ont originé plusieurs idées et théories que je vais peut-être vous présenter aujourd'hui en faisant partie de la conversation sur l'équité. Mais mon rôle est de faciliter le télétravail qui vient de l'activisme des communautés de base. Alors, je vais remercier Anne à nouveau parce qu'elle nous a lancé avec un point très important concernant la sécurité des patients. Il a utilisé les mots qui viennent de la stratégie également. On parle que tout le monde mérite d'avoir des soins de santé de qualité et je pense que c'est une bonne manière de rentrer dans l'équité et la sécurité culturelle de la santé. Et ici, la première citation, elle vient d'une publication de BMG qui présentait ce lien tellement clair entre la sécurité des patients et l'équité ou l'inégalité. Et ce qui est important concernant cet article, je peux le partager avec vous, c'est qu'il signalait la reconnaissance de l'opportunité qui existe de repenser à la sécurité des patients et de réduire de cette manière les inégalités en matière de santé. Mais comme nous avons commencé aujourd'hui, nous pensons à notre approche sur la sécurité, mais en plus, nous prenons l'occasion de vous rappeler qu'il faut comprendre les causes profondes des inégalités, pourquoi certaines personnes, certaines communautés ont des expériences tellement différentes et des résultats aussi très différents. Et je pense qu'il est très important maintenant d'aborder cette discussion avec humilité et en reconnaissant la complexité de cet enjeu. Je le dis parce qu'il n'y a pas une approche pour tout le monde ou un modèle que nous pouvons considérer équitable. Mais ici, il faut surtout comprendre et nous ouvrir aux différentes manières de faire et de changer nos habitudes mentales et nos pratiques afin de pouvoir réellement écouter ceux qui ont vécu ces expériences de diverses manières quotidiennement. Et je voulais commencer avec, en vous racontant une histoire pour parler de l'équité en santé et pour cela, je vais vous partager des photos qui viennent d'une réunion de penseurs, de tout le pays qui travaillent avec le système de santé en tant que membres de la communauté, médecins. On a un groupe d'à peu près 37 personnes qui ont eu une conversation sur comment nous permettons cette équité en santé dans ce que l'on appelle Care Canada. Et donc ces images ont été dessinées
comme vous allez le voir sur l'écran. Et alors, lorsque nous posons cette question sur l'équité en santé, eh bien, d'excellentes idées ont surgi. Et je pense que la première, pour moi, c'était que l'équité en santé est souvent une question de compassion, de connecter avec soi-même et avec les autres. Et je pense que c'est un bon endroit pour commencer, pour moi et pour d'autres. On peut donc cela nous fait revenir sur notre pourquoi nous travaillons dans les soins de santé, pourquoi est-ce que nous dévouons notre temps, notre énergie à ce domaine. Et je pense que l'on revient à nos racines personnelles. Cela nous permet de commencer à penser à l'équité en santé. La compassion est l'une de ces pratiques que l'on peut réaliser et qui ne prend pas énormément de temps. Et il y a énormément de preuves, de ressources, d'expériences vécues qui nous disent que la compassion nous mène à moins d'erreurs, à des expériences plus positives et qu'elles améliorent la sécurité des patients. Elle améliore, pardon. Et cela doit être appliqué non seulement à la pratique des soins, mais aussi lorsque nous sentons de la compassion envers nous-mêmes. Cela nous donne l'espace pour apprendre, pour nous tromper, pour nous améliorer. C'est cela l'expérience humaine de l'apprentissage. Et donc, pour finir, je voulais vraiment commencer là parce qu'il est très important pour nous tous de comprendre de manière collective notre relation personnelle avec l'équité et l'importance que cela a pour comprendre qui nous sommes en tant que personnes et comment nous prenons soin des autres et de nos patients. Et en continuant dans ce sens, concernant les personnes que nous avons réunies, nous avons demandé quelles étaient donc leurs idées, leurs espoirs quant à au potentiel de création d'un système de santé équitable. Et vous voyez l'image dans le petit coin de la diapositive et vous voyez certaines paroles. Collectivement, il y avait l'espoir que cela serait un grand défi, mais c'est considéré normal parce que cela a toujours été fait et alors nous pourrions nous réunir afin de affronter les défis de l'équité tous ensemble parce que l'équité, en fait, c'est un endroit où la lumière réellement brille et cela nous permet de répondre aux besoins des personnes d'ici plusieurs années. Enfin, à partir d'ici jusqu'à plusieurs années. Il y a aussi une reconnaissance qui dit que cela nécessite d'une autoréflexion approfondie. Là, on continue sur ce que l'on a vu. On a vu que les assumptions peuvent informer notre pratique et il se peut qu'il y ait de meilleures manières, mais nous ne savons pas comment y arriver. Il y a de la désinformation, des erreurs qui ont impacté la sécurité des soins et donc il ne faut pas oublier cela même dans les zones très éloignées. J'ai dit au début de la présentation qu'il faut comprendre l'équité, l'inégalité en santé, mais je vous parlais de réellement l'enthousiasme quant à ce que nous pouvons faire afin de créer un système plus équitable, certains des peurs que les personnes ont. Et maintenant, je voudrais arriver à notre pourquoi et notre comment. De nombreuses inégalités subsistent aujourd'hui. Donc, on vous a envoyé, je pense, une vidéo, mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas eu le temps de le voir. Il suffit de faire clic sur le bouton de la diapositive suivante et dans la vidéo, vous pourrez la voir. Il s'agissait de la docteure Stephanie Nixon qui a développé Us understand un what modèle appelé COIN et que l'on peut comprendre et comment on peut interrompre les pratiques afin d'arriver à un système d'égalité. Eh bien, Stéphanie décrit ceci par le modèle qui se trouve en haut à gauche et donc sur une partie parce que coin, cela veut dire monnaie, c'est de la monnaie et donc nous pouvons penser à ce qui nous sommes, à notre éducation, notre sexe, notre éducation, l'argent que nous avons et ça, c'est
deux parties de la pièce de monnaie et la partie d'en bas de la pièce de monnaie, c'est l'oppression. Donc, en haut, nous avons le privilège et en bas, l'oppression. Et cela va au-delà de notre contrôle. C'est plutôt associé à qui nous sommes à cause de notre naissance. Et il y a une autre chose importante, ce sont les expériences que le privilège et l'oppression donnent afin de maintenir des systèmes d'inégalité dont je vais parler dans une seconde. Et la docteure Dixon, elle nous présente un défi à réfléchir à cette relation parce que souvent, avec les initiatives en matière d'équité, nous nous centrons uniquement à aider ceux qui sont en train de subir une oppression et nous traitons, disons, la partie supérieure de la pièce de monnaie comme si c'était un endroit neutre. Donc, réfléchissons à cela. Et si vous pouvez tout simplement, voilà, merci. Alors maintenant, je peux vous montrer ce que cela veut dire que des systèmes d'inéquité. Et ici, nous avons une image que nous avons produite ici à SEC. Nous voyons les différents ESC, pardon, nous voyons ce que je parle de quand je parle d'oppression, le colonialisme, le sexisme, etc. Et ce qui est important, c'est que ces formes d'oppression ont lieu continuellement tout autour de nous et qu'elles infiltrent notre manière de vivre, de penser de manière complexe et compliquée. Donc, vous avez sans doute remarqué que nous avons après ces trois couches, et ce sont les couches où opèrent les systèmes d'oppression. Alors, on va en parler avec certains exemples. D'un côté, nous avons le niveau institutionnel, la première couche, et on parle des mécanismes structurels et systématiques qui soutiennent l'inégalité, les politiques, les systèmes, les lois et les pratiques. Un exemple serait par exemple les déterminants structurels de la santé, tels que les disparités géographiques. Et nous savons que souvent, si on vit dans une zone rurale ou urbaine, il y a des différences extrêmes entre les deux pour l'accès aux services de santé. Et les communautés rurales ou dans des régions éloignées n'ont pas le même accès aux services de santé et cela peut résulter à des différentes situations de santé. Ça, ce sont les barrières institutionnelles. Au niveau interpersonnel, eh bien, c'est les manières dont les personnes perpétuent cette discrimination par le biais d'interactions dues à des préjugés inconscients, etc., des stéréotypes, etc. Et dans le contexte des soins de santé, cela parle des relations avec nos collègues et nos interactions avec nos patients. Cela peut nous mener à des hypothèses émises sur des clients fondées sur leur race ou leur statut social et cela peut mener à des mauvais diagnostics et cela a des effets sur la sécurité des patients et la qualité des résultats. Finalement, il y a tout ce qui est intériorisé et nous parlons des systèmes d'oppression et comment ils résident en nous, dans nos corps physiques et de la manière où cela nous touche. Et faire ce travail d'autoréflexion pour comprendre comment et pourquoi nous sommes touchés. Donc, cela peut avoir un impact sur notre santé mentale, sur le stress chronique, etc. Et maintenant que j'ai expliqué les nuances dans les opérations de ces systèmes, je voudrais revenir au point de la pièce de monnaie, la partie qui reste neutre normalement, parce que c'est important de comprendre comment le privilège joue un rôle dans les soins de santé. Cela fait partie de comprendre les relations avec les systèmes. Et une partie de cela, c'est comprendre que nous sommes nés dans ces systèmes et comme un poisson dans l'eau, nous ne le comprenons pas et c'est en fait le plus grand défi et obstacle à l'apprentissage puisqu'il faut d'abord désapprendre ce qui a été appris et que nous avons considéré comme la norme. Donc, il y avait beaucoup d'idées. Donc, je voudrais partager quelques
endroits où on pourrait commencer. Une approche que je dis, c'est cette réflexivité, c'est-à-dire se demander quelles influences, comment s'engager avec les patients, les donneurs de soins et les communautés. Pensez à qui vous êtes, vos systèmes de croyances qui couvrent, ce qui compte pour vous. Cela peut être très bien comme exercice pour souligner les forces que vous apportez à votre travail, mais aussi manière de penser à ces modes de pensée qu'on garde et comment déboucler cela au niveau de nos interactions. Il est important de rester curieux, de poser des questions. C'est une manière d'apprendre et d'apprendre une nouvelle fois. On pense à changer des modes de pensée, ou du moins moi je dis qu'il s'agit de penser à ces manières d'agir et de faire. Ce n'est pas chose facile, mais au fil du temps, des petits changements peuvent faire beaucoup de différence. Et en dernier lieu, un bon point de départ, c'est d'utiliser une approche tenant compte des traumatismes. Et je parle de comprendre comment ces systèmes que j'ai cités dans la diapositive suivante ont un impact sur les personnes et reconnaissant ces relations avec les personnes qu'on voit et dont on s'occupe tous les jours. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. OK, je vais terminer là. Et la raison pour laquelle vous voyez la stratégie de Excellence en Santé Canada, c'est que je vous souligne une partie importante lorsqu'on parle de la sécurité culturelle. Donc, la stratégie ESC, on a identifié les priorités des Premières Nations comme un point de vue clé et dans la mise en œuvre de notre travail. Et ensuite, pour reconnaître les relations historiques entre le Canada et les Premières Nations, qui font partie des traités, des obligations culturelles, on peut reconnaître et comprendre l'importance d'avoir des tâches liées sur la réconciliation, reconnaissance qu'il y ait des parallèles et des intersections en termes de travail sur la sécurité et sur la qualité. Donc, Katie va parler maintenant plus de la sécurité et la réconciliation, mais pour cela, il s'agit de parler de l'importance de ces différents flux de travail, la manière dont on structure cela avec ESC. Katie, c'est à vous maintenant de prendre la parole. Merci. Merci, Brady. C'est un bon départ pour parler de la sécurité culturelle. Là, je m'appelle Katie Casparelli. Je dirige les programmes de sécurité ici au niveau de ESC. Mon rôle, c'est sur l'équipe moderne et de peuples autochtones où on travaille pour soutenir l'organisation en interne lorsqu'on cherche à inclure ces perspectives dans notre travail. Donc, je vais commencer par parler de la sécurité culturelle et d'où vient la sécurité culturelle et d'où vient ce terme. Ce terme existe depuis 25 ans maintenant. Au début, avait été démarré en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de peuples autochtones. Cela est porté à confusion avec d'autres termes comme des compétences, une prise de rendition culturelle, mais je vais expliquer pourquoi cela est différent lorsqu'on parle de ce sujet. Mais tout d'abord, je veux parler de l'idée pourquoi cela est si important pour ceux et celles comme vous qui travaillent dans les systèmes de services de soins. La diapositive suivante. En 2015, la commission Vérité et Réconciliation a publié le rapport sur les expériences des enfants, des familles et des communautés à cause du système d'école résidentielle qui opérait au Canada pendant à peu près 150 ans. Donc, le rapport a comporté 10 principes de réconciliation et 94 appels à l'action dans tous les secteurs de la société canadienne d'aujourd'hui. Donc, vous pourriez vous demander qu'est-ce que ce système d'école résidentielle a à faire avec les services de santé aujourd'hui? Mais en fait, cet appel lié à ce secteur de la santé. Et j'ai souligné cet appel à l'action pour vous aujourd'hui. Mais avant d'explorer cet appel à l'action, je veux aussi parler de ce terme Aboriginal, autochtone. Lorsque le rapport a été publié, ce mot Aboriginal, autochtone, a été considéré comme un terme approprié. Depuis ce moment, on a eu un changement en termes de terminologie. Donc, ce changement, c'est d'être aussi spécifique que possible, étant donné le contexte qu'on utilise, le contexte où on travaille actuellement.
Donc, on parle maintenant de Premières Nations, Inuit et Métis pour parler de ces trois groupes de personnes différentes, tout en reconnaissant qu'il y a différentes communautés et nations dans ces trois groupes aussi. Ce terme autochtone peut être utilisé lorsqu'on parle de ces trois groupes de manière réunie. Par exemple, cela peut être approprié lorsqu'on parle de peuples autochtones urbains. Et ce terme aboriginal, autochtone, peut être retrouvé dans la loi canadienne, en plus que ce terme indienne. Et on peut utiliser ces termes lorsqu'on parle de telles références. Donc, il y a beaucoup à faire en termes de terminologie. Et là, le langage et la terminologie, ce sujet, puisqu'il s'agit d'un sujet d'apprentissage, cela peut changer. Donc, vous pouvez apprendre tout en les utilisant. Donc, cet appel à l'action est parmi les 7 liés à la santé et cela dit qu'on appelle au gouvernement provincial et les gouvernements aboriginels de reconnaître que l'état actuel du plan de santé des autochtones au Canada est le résultat direct des politiques des précédents gouvernements canadiens, y compris en ce qui touche les pensionnats, et à reconnaître et à mettre en application les droits des autochtones en matière de soins de santé tels qu'ils sont prévus par le droit international, le droit constitutionnel et de même que par les traités. Donc, cet appel à l'action nous demande de considérer comment se positionner en matière des défis pour les Premières Nations et les métiers aujourd'hui. Les fournisseurs de santé ont considéré les peuples autochtones comme le problème, mais comme Brady a dit, il s'agit des systèmes et processus créés dans notre monde qui ont contribué à cet état de santé mauvais aujourd'hui. Tels les systèmes du pensionnat, des services de soins avec les hôpitaux des Indiens, et les systèmes de justice qui ont eu un impact sur les statuts de nos communautés. Le système de santé a aussi une histoire de porter atteinte aux Premières Nations et Métis dans ces hôpitaux qui étaient en opération à travers le pays de 1930 jusque dans les années 80. Après, cela a été fermé ou intégré dans les systèmes territoriaux. Ces hôpitaux étaient en manque de personnel et les docteurs et les infirmières qui ne pouvaient pas trouver de travail ailleurs travaillaient là-bas. Il y avait des traitements expérimentels qui ont été portés dans ces hôpitaux sans un consentement informé. Et cela a créé cette manque de confiance avec notre système actuel. Cette connaissance de ces hôpitaux, vous n'en avez peut-être pas des informations sur ces hôpitaux-là, mais cela est très bien connu au niveau des communautés et il y en a qui portent des expériences de première main. La diapositive suivante. Plus récemment, le décès de Joyce Sheshakwan a augmenté une prise de conscience au niveau du gouvernement de parler de racisme anti-autochtone dans nos systèmes de santé. Joyce était une femme qui avait 37 ans, une mère qui a diffusé les remarques faites vers elle dans des salles d'urgence à l'hôpital. Elle n'a pas reçu les soins appropriés étant donné ses symptômes et c'était la première investigation dans le décès de patientes de Première Nation qui avait comme facteur de décès le racisme. Brian Sinclair, si vous connaissez son expérience, est aussi décédé dans cette salle d'urgence à Winnipeg, Manitoba. Mais ce rapport n'a pas indiqué que le racisme était un facteur dans ces décès. Et cela reste à discuter aujourd'hui. Donc, le point, c'est que le racisme n'est pas seulement une expérience horrible, mais c'est aussi une question de sécurité des patients. Et malheureusement, ce ne sont pas des cas isolés. On entend parler de ces expériences dans nos communautés depuis le début de l'approche coloniale en matière de santé. Cela a été considéré souvent comme expérience à part plutôt que question de sécurité des patientes. Il y a plusieurs rapports maintenant de différentes régions du pays qui soulignent l'importance de ce problème dans nos systèmes de santé. Les actions de Joyce et la réponse à ce racisme nous a donné une manière de voir ces expériences et elle est la raison pour laquelle on parle de maintenant confronter ce problème de racisme dans le système et j'en suis très reconnaissante envers elle. Diapo suivante.
Donc, lorsqu'on passe à l'action pour répondre à cette question de racisme, on crée l'opportunité d'une sécurité culturelle. Cette définition que vous voyez à l'écran a été développée par les systèmes de santé des Premières Nations, les autorités de services de santé aux Premières Nations qui fournissent les services de santé aux patientes en Colombie-Britannique. Pour comprendre la sécurité, il faut considérer cela comme résultat axé sur la personne qui reçoit les soins. Donc, ce n'est pas une capacité, ce n'est pas quelque chose que vous dites que vous pouvez faire. La diapositive suivante. Mais les capacités que vous pouvez développer pour vous aider à livrer ces soins de manière sûre sont les autres termes que j'ai cités auparavant qui sont utilisés de manière avec la sécurité. Donc, on commence par parler d'une sensibilisation culturelle, la manière dont on voit le monde avant de passer à la sensibilité culturelle. Le prochain pas où on développe une compréhension, qu'on voit le monde de manière différente et cela peut aboutir à des petits changements dans votre pratique. Les compétences culturelles, là, il s'agit de faire les bonnes choses de manière réussie et de donner les expériences de personnes et vous pouvez peut-être comporter en tout en respectant les croyances des autres. Avant de passer à la humilité culturelle, c'est là où il faut vraiment créer la sécurité. C'est avec cette humilité que vous pouvez développer la confiance avec les Premières Nations comme partie de vos relations thérapeutes avec cette humilité culturelle. C'est un processus d'auto-réflexion sur les idées reçues pour maintenir les processus respectueux basés sur une confiance mutuelle en reconnaissant de manière humble qu'il s'agit de reconnaître les expériences des autres. Il s'agit de cette auto-réflexion qui fait la différence avec les autres étapes et c'est une capacité que Brady et Anne en parlaient aussi. Il n'y a pas besoin d'être expert dans les différentes cultures de vos clients, mais il y a besoin d'apprendre l'histoire de colonisation et l'impact sur les Premières Nations, les Inuits et c'est ça l'histoire du Canada. Et lorsque je parle de cette sécurité, il s'agit de comprendre cet déséquilibre de votre propre privilège et comment cela joue son rôle. Il s'agit d'identifier vos propres idées reçues qui empêchent les autres de trouver une bonne situation. Donc, vous allez peut-être vous demander quoi maintenant, comment commencer ou comment continuer à apprendre, à grandir sur ce parcours. Donc, je vais revenir à cette idée partagée par Brady où il s'agit de travailler sur des pratiques tenant compte des traumatismes. Cette approche vous aide sur ce parcours. La plupart d'entre nous ont été formés dans des modèles biomédicaux ou psycho-biosociaux. Lorsqu'il s'agit d'interagir avec les clients, on se focalise sur là où ils sont mal avec cette liste de choses à régler. Cette approche qui tient compte des traumatismes prend en compte les points de vue, des perspectives qui vous permettent de comprendre les expériences des personnes pour développer des relations qui peuvent vous permettre de concevoir un plan pour répondre à ces besoins. Et cela vous permet de comprendre comment avoir un impact sur le client. Cette approche sera familière à certains d'entre vous qui ont déjà travaillé donc au niveau des services de santé mentale et des addictions, mais ce n'est pas une approche que vous pouvez démarrer ou arrêter. Plutôt, vos patients peuvent tous utiliser ce service. Avant de terminer, je veux souligner, on va partager les liens après. Il y a des outils à disposition qu'on va partager avec vous et votre gouvernement provincial à deux choses qui seront utiles lorsque vous allez commencer à penser à ce système d'approche équitable avec des activités liées à la vérité et la réconciliation. En plus, il y a un rapport sur le racisme dans cette province avec des recommandations pour y faire face et des recommandations liées à ce secteur de la santé aussi. On va partager après aussi. Donc, merci. Merci beaucoup, Katie et Anne et Brady, d'avoir partagé
I think that d'avoir partagé tout cela avec nous aujourd'hui. Je pense que cela nous laisse beaucoup à réfléchir et c'est quelque chose que vous avez chacun demandé, nous avez demandé de réfléchir. C'est presque la première étape sur ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons avancer avec cela. Et puisque nous avons quand même un peu de temps, nous avons le temps pour répondre à des questions ou écouter des commentaires. J'aime voir ce qui est sur l'écran. Nous pouvons commencer par cela. Et je voulais quand même reconnaître que tous nos foyers de soins sans mur qui nous écoutent à présent, nous apportons les choses d'une manière un peu différente à nos autres webinaires parce que ici, ce sont réellement des concepts qui sont à un autre niveau sur comment nous réalisons nos tâches quotidiennes. Ce n'est pas vraiment un webinaire sur comment publiciter nos services ou travailler sur l'organisation de transport. Ça, c'est réellement des concepts très importants et larges, au sens le plus large. Et donc, ces exercices de réflexion dont nous allons parler aujourd'hui, les discussions avec les accompagnants, cela nous permet donc d'aborder d'autres choses. Et donc, je vais garder un œil sur la boîte de clavardage pour voir s'il y a des questions. Et je sais qu'il y a beaucoup de sites qui déjà prennent en compte la santé culturelle et celle au foyer des personnes qui travaillent chez vous. Et donc, je me demande s'il y a des questions sur comment vous vous êtes adapté pour livrer votre programme, parce que si c'est le cas, je pense que cela serait utile si vous pouvez le partager avec tout le monde ici. Alors maintenant, je vais m'arrêter pour voir si quelqu'un souhaite partager un commentaire ou poser une question. maybe as a little exercise, I'd like to ask, Peut-être qu'en tant qu'exercice, je voudrais demander si vous appréciez, si vous vous sentez à l'aise, de d'écrire sur la boîte de discussion comment vous vous sentez en tant que résultat de cette conversation d'aujourd'hui. C'est un endroit sûr et donc vous pouvez contribuer. Cela ne doit Vous n'êtes pas forcé à sentir que tout est rose. N'hésitez pas de partager avec nous comment cela résonne en vous et quelle est votre opinion avec cela. I see Patricia sharing, she could see how this comes up Et Patricia qui nous dit qu'elle peut voir comment cela peut venir dans les moments de dynamique familiale et comment ça nous permet de soutenir ces dynamiques et de les orienter vers des soins plus sûrs. gossip equals harm. Absolutely. Oui, donc les rumeurs, ce sont des préjudices, tout à fait. Les paroles que vous dites et comment vous les dites et à qui vous les dites, 100%. Maybe I'll just share if it's okay, Je Stephanie. vais tout juste dire, Stéphanie, que je pense que cette partie sur laquelle nous parlons de comment nous nous sentons sont tellement importantes en matière d'apprentissage et de désapprentissage. Je pense que cela représente une partie sur comment nous changeons ces habitudes de notre esprit. Et donc, il faut d'abord vérifier avec soi-même. Je pense qu'il est très important et je sais que c'est très utile pour moi tout au long de mon propre développement en matière d'équité et de sécurité des patients. Thanks, Brady. Merci, Brady. And I'm looking forward to revisiting some of these concepts as On va revenir sur certains de ces concepts au fur et à mesure que nous avançons. Je sais que c'était beaucoup de vous demander aujourd'hui
Nous avons parlé de la sécurité culturelle, de la sécurité en général dans un webinaire d'1 heure. Bien sûr, nous avons le plan de repenser à cela au mois d'octobre pour la semaine de la sécurité des patients canadienne. Et je sais que le développement social est aussi en train de travailler pour voir s'il pourrait y avoir des formations sur la sécurité dans les mois à venir. Donc on va voir et cela tout juste pour revenir au niveau plus pratique et continuer à parler sur comment ces concepts peuvent être associés à notre travail ici au foyer de soins sans mur. Et donc nous allons passer au sondage et je voulais tout juste prendre cette opportunité pour remercier à nouveau Katie, Brady et Anne de prendre le temps de venir avec nous, nous voir et partager leurs concepts. Et voir comment cela nous fait sentir et s'il y a des questions ou des commentaires. J'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de me connecter avec vous et de voir si nous pouvons donc répondre à des questions. Et donc, merci beaucoup. Et nous voudrons aussi partager que notre dernier webinaire du printemps, l'été, je ne sais pas, sera en juin. On va parler de la collecte des données conscientes et c'est donc très associé à rajouter des questions ou à enlever des questions ou plutôt comment est-ce que vous recueillez des informations des personnes avec lesquelles vous travaillez et comment choisir de le faire de la manière la plus consciente du monde et ce que vous faites avec les renseignements que vous recevez. Et donc cela aura lieu le lundi 24 juin et après, on prendra une petite vacance pendant l'été de 2 mois et on se retrouvera en automne pour reprendre la série. Donc, merci à nouveau à tous d'avoir passé votre déjeuner, votre pause déjeuner avec nous. Et donc, nous avons hâte de vous revoir le mois prochain lors de notre prochain webinaire. Merci. Merci à tous.